Alors, je me donne la parole en tant que président rapporteur de la session consacrée à la Terre. Tout d'abord, nous réitérons nos sentiments de sincère reconnaissance à l'égard du Cheikh Khaled pour nous avoir permis d'assister à cette rencontre historique et très féconde. Nous avons été très touchés par l'accueil cordial et fraternel de tous les Fokara à la vie. Nous avons été frappés par leur disponibilité permanente et nous leur témoignons en conséquence notre profonde gratitude. Alors le rapport introductif, après un rapport introductif ou le rapport introductif du président Djibril Sène, du président de session, le Congrès a entendu 4 conférenciers successivement, à savoir le Dr Ahmed Boussenna de l'Université Farah Abbas de Tunis sur les changements de Sétif. Tunis, c'est loin. C'est loin. Heureusement. De Sétif sur les changements climatiques. Le docteur Noël Poncelet, j'espère qu'elle est là. On va danser avec les condors et l'aigle, le condor et l'aigle. Sur la présentation du symposium Réveiller le rêveur, changer le rêve. Le docteur Éric Julien sur de l'intelligence du monde à l'intelligence collective. Le docteur Mohamed Bouchentouf, j'espère qu'il est là, sur l'agriculture familiale et culture vivrière pour la souveraineté alimentaire. Dans l'après-midi, des ateliers ont été organisés et entrés. Je passe rapidement, comme le temps est limité. Alors, résumé des interventions. Dans un premier temps, le président de séance a évoqué brièvement la création du cosmos et de la Terre. Il a insisté sur l'importance de l'homme, seule créature douée de conscience et chargée du califat de la Terre. La gestion de la Terre par l'homme a été destructrice de la plupart des équilibres écologiques de base et a entraîné la pollution, la désertification, la forte baisse de la biodiversité, le réchauffement climatique. Il s'avère donc indispensable que l'homme change fondamentalement son comportement vis-à-vis de la nature afin de ne pas rendre notre terre invivable. Un sursaut salutaire est attendu avec optimisme de l'homme pour inverser les tendances destructrices et suicidaires. Au niveau de la société civile, il est proposé de privilégier toutes les actions de reboisement. Le docteur Boussouna s'est étendu sur la théorie des grandes saisons expliquant le réchauffement climatique, en excluant pratiquement, en filigrane du moins, toute intervention de l'homme sur le réchauffement climatique. Le modèle du pseudo-amplificateur d'énergie explique la température moyenne de la surface de la Terre et montre l'importance de la réflexion des radiations infrarouges terrestres par les nuages. La température moyenne de 15 degrés de la surface de la Terre est obtenue par un choix adéquat des coefficients de réflexion. Les oscillations, fonte et régénération des glaciers se traduisent par le passage de la planète par des aires chaudes, des aires douces et des aires froides, entraînant le phénomène des oscillations climatiques des grandes saisons. La théorie des grandes saisons est basée sur la dépendance entre la profondeur des courants océaniques, froid et la salinité, donc la densité, des eaux des océans, des eaux et des océans des régions froides. La période des grandes saisons est estimée entre 800 et 1000 ans. Le caractère probabiliste des paramètres qui sont à l'origine des oscillations des grandes saisons fait que les prédictions à long terme sont moins précises, mais les tendances déterministes et le phénomène de la résonance donnent des informations intéressantes sur l'avenir du macroclimat de la planète. Le réchauffement climatique est bien expliqué par la théorie des oscillations climatiques des grandes saisons. La théorie des oscillations climatiques des grandes saisons présente une nouvelle hypothèse au sujet du mécanisme des changements à long terme du climat du monde, etc. L'histoire, la sociologie, l'économie, ainsi de suite. Tout cela, évidemment, est fortement influencé par ces oscillations climatiques. Alors, toutefois, on peut se poser des questions entourant les profanes, parce que, d'après les informations qu'on a, en tout cas, le réchauffement s'est amplifié et s'est accéléré. Alors, pour Mme Noël Poncelet, elle nous a parlé de l'association Pachamama Alliance, fondée
pour protéger les peuples des Andes et de l'Amazonie, menacés d'extinction par, entre autres, la déforestation. Avec eux disparaîtrait non seulement une partie de l'humanité, mais aussi leur façon de vivre viable et en accord avec la nature. Les Achuars sont un des peuples et leurs modes sont un de ces peuples. Et leur mode de vie repose sur une longue tradition de rêve. Dans les années 90, ils ont fait eux-mêmes leur rêve de prendre l'initiative de demander aux Américains de leur venir en aide contre les intérêts pétroliers de leurs voisins. Un groupe d'Américains s'est alors constitué pour aboutir à la création de l'association dans le but de préserver les forêts tropicales et de contribuer à la création d'une nouvelle vision globale d'égalité et de viabilité écologique pour tous. L'alerte de Mme Poncelet est que la justice sociale, l'écologie et la spiritualité sont des questions indivisibles. En oubliant de préserver l'une, on oublie toutes les autres. Son action a été de créer un symposium pour propager cette idée et sensibiliser le monde. Le symposium présente un constat de l'état de la planète sans blâmer, sans jugement de valeur, donc sans blâmer ni juger. Il propose la vision d'une action positive et motivante et invite à créer des actions en favorisant le travail en groupe, la culture du nous sur la culture du je. Son but est de favoriser une présence humaine sur la planète qui soit juste socialement, spirituellement épanouie et viable pour l'écologie. Madame Poncelet est à la tête d'une équipe forte de 15 experts, je ne peux pas les nommer tous, mais ça figure dans les documents, de culture et de formation très diverses, mais complémentaires. Le symposium a pour but d'aider les citoyens concernés par les problèmes d'environnement et de la pauvreté, aussi bien matériel que spirituel, bien sûr, à travers eux, à trouver en eux et autour d'eux les éléments de réponse. C'est une opportunité pour chacun de comprendre les problèmes et de considérer comment jouer un rôle actif dans leur résolution en créant un monde viable pour les générations futures. Je passe rapidement. Parallèlement, une équipe s'est occupée à sensibiliser, parallèlement aux ateliers organisés sur ce symposium, ou pour ce symposium, une équipe s'est occupée à sensibiliser les enfants à l'écologie à travers un atelier de dessin de mandala, des contes sur la justice sociale et l'écologie, et ainsi de suite. Ils ont produit des images, ils ont produit en plus un livre. Malheureusement, je ne l'ai pas pris en compte dans le rapport, mais je le dis. Alors, je passe rapidement. Cette culture de nous, qui a été développée par Mme Poncelet, a été également à la base de l'exposé de notre ami Éric Julien, qui nous a parlé de l'art de tisser la vie. Le plus important entre toi et moi, c'est le lien. Et Éric Julien a rencontré les Indiens, Kogi, en Colombie, qui l'ont sauvé après un accident de montagne. Pour les remercier, il leur a promis de les aider à retrouver leur terre, car ce peuple est un des nombreux peuples victimes de la déforestation. Ils ont oublié un moment, il a oublié un moment lui-même, et puis il a rencontré un homme qui lui a donné la force et le courage d'entreprendre son action. Ensemble, ils ont mené de multiples actions, ont trouvé des fonds pour acheter des terres et les donner aux Indiens. Kogi. Ce projet a pour but de trouver l'équilibre entre les énergies créatrices et celles destructrices des hommes. Comme les soufis, les Kogi, au fond, cultivent les contraires, harmonisent. Ils harmonisent les contraires. Donc c'est l'équilibre, c'est vraiment la stabilité. Leur mode de vie est basé sur des valeurs comme le don, l'intention portée à chaque action, sur la mémoire et sur le lien qui nous unit. Le docteur Éric Julien nous a expliqué, par exemple, que 20% de la communication se fait à travers les mots, le restant par les gestes, le regard, etc. Ils sont, comme disent dans l'instant, ces Kogis sont dans l'instant conscients du vivant, l'attribut divin par lequel, c'est le vivant bien sûr, toute chose vit et est connectée à autre chose. Comment tissons-nous ces liens entre les hommes et la nature? Quelles sont les pistes d'action que nous pouvons identifier pour influer sur le cours des choses? Comment renouveler l'intelligence collective afin qu'elle devienne non plus subie, mais choisie?
que pouvons-nous tirer comme leçon de la mémoire de ces peuples raciés, qui sont les premiers autochtones garants d'une humanité en lien avec la création? Tout cela a été discuté dans l'atelier qui a été organisé l'après-midi. Quant à notre ami Bouchen Touf, il nous a présenté un projet de développement d'une agriculture vivrière. Nous sommes tous conscients de la diversité des produits agricoles, que la diversité des produits est en train de disparaître, que les traditions culinaires aussi se perdent. Les gens ne savent plus faire la cuisine. Et que cela va en s'accentuer. Nous savons que cela affecte non seulement les domaines culturels, mais aussi les modes de vie, la santé des êtres humains. Ça affecte également la situation aussi bien des animaux, des végétaux que des sols, etc. Mais nous sommes aussi conscients qu'il est possible de mettre un terme à la faim et à la malnutrition dans le monde tout en respectant la terre. Il est possible de garantir à tous le droit à l'alimentation en s'appuyant sur l'agriculture et la production familiale. L'idée maîtresse présentée par le docteur Bouchentouf est de développer d'abord l'auto-alimentation, donc la suffisance alimentaire locale, puis de vendre le surplus. Il se base sur une technique simple dont la spécificité est de se baser, de faire le base sur le volume de terre cultivée et non pas sur la surface. Cette méthode utilise le biochar qui a été produit en partie à Ross Béthio au Sénégal pour enrichir la fertilité des sols et augmenter l'humidité du sol en profondeur. Elle permet de presque de tripler les récoltes pour une même surface de terre travaillée, tout en assurant un impact écologique minimum et une économie considérable d'eau. Dans le cadre de l'atelier, M. Julien a pu démontrer et transmettre sa technique. M. Bouchentouf a pu transmettre sa technique. Il promet, ainsi de suite. Le traitement, bon, ça c'était les conférences en général. Le traitement maintenant, les ateliers. Nous n'avons pas reproduit les conclusions de tous les ateliers, en particulier pour les ateliers transversaux tels que le langage des oiseaux, les lectures du Coran. On a pensé qu'on pouvait, je ne dis pas faire l'impasse, en tout cas les mettre ailleurs que dans ce rapport-ci, qui est consacré essentiellement à terre, bien que les oiseaux fassent partie de la terre, bien sûr, c'est toute le... Alors, l'atelier sur le traitement des déchets, c'est-à-dire, a été animé par Mme André Dagol. Et elle constate la chaîne des déchets, donc la consommation, la production des déchets, le traitement des déchets. Chacun désire que soit évacué ce qui enlaidit son environnement. Donc chacun est acteur de la chaîne de déchets et responsable de son environnement proche. Alors comment optimiser la chaîne de déchets? Elle a fait des propositions. Les différentes étapes seraient de réduire la production des déchets, d'abord, exemple les emballages, de consommer judicieusement, donc la responsabilité du consommateur qui choisit tel ou tel produit, telle ou telle énergie, évite de gaspiller les ressources et autres. Trier les déchets en isolant ce qui peut être recyclé ou non, les plastiques, etc. Améliorer les modalités de collecte de ces déchets. Et elle a insisté beaucoup sur la nécessité, en tout cas, de développer le civisme en famille, à l'école, à la Zawiya, dans les associations. Cela peut se faire par l'éducation, le jeu, l'étude des textes sacrés, la prévention des maladies, et de stimuler aussi, elle a proposé de stimuler les politiques pour obtenir des moyens matériels et humanitaires. Cette sensibilisation des jeunes est indispensable, en tout cas, si on veut régler le problème des déchets. Les recommandations. Il nous a été suggéré de ne pas lire les recommandations. Toutes les recommandations des différents rapporteurs seront lues par les jeunes. C'est ce que j'ai compris. Bon, alors, j'espère que j'ai respecté le temps. Hein, je vais passer la parole à la traduction. Ah, pardon, à la traduction. Il a bien fait. C'est bien Driss. فيما يخص يوم الأرض كانت هناك 6 مداخلات. الأولى تكلمت حول خلق الكون وأهمية الأرض والحفاظ عليها
وعليه فلا بد من تغيير سلوكاتنا ومعاملاتنا للأرض حتى نحد من ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وإعادة التوازن الطبيعي البيئي للمناخ. المداخلة الثانية: تغيير الحرارة والتقلبات المناخية دليل على أن على أنه نعيش خطرا تصاعديا. عدم التوازن هذا يجب العمل على الحد منه أو تقليل وطأته. ثالثا، كانت المداخلة تتكلم حول جمعية الباتشاماما للحفاظ على شعب الأمازون والمدار الطبيعي لهذه البقعة. إذا تم تدمير هذه البقعة من البيئة فإن العالم سيصبح في خطر، وعلينا تغيير ثقافة أنا بثقافة نحن. وكانت هناك ملتقيات حول البيئة، وقد كانت هناك ورشة أعمال للأطفال تم خلالها إنتاج صور ولافتات وكتاب من طرف الأطفال. المداخلة الرابعة تكلمت كذلك حول ثقافة نحن. جاءت كذلك في المداخلة التالية الذي تحدث عن شعب الكوغي المهدد بالانقراض، والهدف هو المحافظة على البيئة، وهذا الشعب يوافق بين التغيرات ولا ينافيها بل يوافق بينها، ويعتمد على معنى الجماعة، والجماعة هنا تعني الإنسانية كلها. خامسا، تعدد الزراعات والأعمال الأولية البسيطة انقرض أو هو في طريق الانقراض لتحل محلها التكنولوجيا. كما اقترح السيد المحاضر خلال هذه المداخلة الخامسة طريقة للزراعة التي تعتمد على الحجم المزروع وليس المساحة المزروعة. وأخيرا، فإن ورشة العمل التي قام بها كان لها دور مهم في توضيح هذه التقنيات. كانت هناك ورشات موازية لهذه التدخلات، ونذكر على سبيل المثال ورشة النفايات وتقنية القضاء عليها، والتي تمت بتوصيات من طرف هذه الورشة. أما توصيات اليوم الأول فلا نقرأها لأن الشباب أو الأطفال هم من يوكلون بقراءتها.